La pluie cinglait ma peau comme des aiguilles alors que je faisais mes derniers adieux à Arthur. Mes propres enfants. Ils n'ont même pas daigné se montrer. Trop occupés à trinquer à ma mise au rebut, dans leur club privé. Maman est enfin une relique, plaisantait-il. C'est insensé. Mais Arthur les connaissait mieux que moi. Il m'avait laissé une enveloppe dans la boîte à gants, une clause de loyauté dont ils ignoraient l'existence. À mon retour, Christophe a eu le culot de m'annoncer qu'il gelait mes comptes pour ma protection. Il pense avoir piégé une veuve fragile? Quelle erreur! Jamais je n'aurais imaginé qu'ils iraient aussi loin, mais ils viennent de tomber dans leur propre piège. Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai repris le contrôle, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mon histoire. La pluie d'octobre tombe de biais, comme elle le fait toujours sur la côte normande quand la saison a fini par perdre patience avec l'été. Ce n'est pas cette petite bruine cinématographique et douce qui sied aux éloges funèbres. C'est une pluie précise, punitive, dont chaque goutte est une aiguille glacée recousant la terre sombre sur le couvercle du cercueil en acajou d'Arthur. Je me tiens au bord de la fosse, les mains jointes devant moi, mes escarpins noirs s'enfonçant peu à peu dans le sol meuble. La boue commence déjà à cerner mes semelles, le froid traverse le cuir. Je laisse faire. Je ne bouge pas. Christophe et Élodie se tiennent à 3 mètres en arrière, partageant un unique parapluie de golf, un parapluie jaune pâle, je le note, comme s'ils s'étaient préparés pour un tournoi de tennis plutôt que pour un enterrement. Christophe porte le costume que je lui vois mettre pour les dîners d'affaires, celui avec de fines rayures tennis dont il pense qu'il lui donne de l'autorité. Son pouce bouge sur le verre sombre de son téléphone par petits arcs répétitifs. Il n'envoie pas de message. Je connais ce mouvement, je l'ai observé chez des avocats et des témoins pendant 15 ans. Il ouvre des applications. Il calcule. Le notaire est toujours au bord de la tombe, il m'observe. Christophe, lui, est déjà plongé dans ses tableurs. Élodie déplace son poids d'un talon verni à l'autre, penchant le parapluie alors qu'elle détourne le visage d'un photographe que je ne vois pas. Elle pleure de cette façon dont pleurent les gens qui se sont entraînés devant un miroir. La dose précise d'humidité pour une photo, rien qui ne nécessite un véritable mouchoir. L'odeur de la terre mouillée s'élève autour de moi, brute et insistante, se moquant des lys à prix d'or qui bordent la tombe d'un blanc étouffant. Arthur aurait détesté ces lys. Il aimait les fleurs sauvages. Il aimait les choses qui poussaient sans que personne ne décide qu'elles le devaient. J'avais spécifié des fleurs des champs au fleuriste il y a 3 semaines, quand le diagnostic nous avait donné son calendrier final et sans ambiguïté. Quelqu'un a modifié la commande. Je découvrirai qui. Je ne pleure pas. Je regarde le pouce de mon fils. L'intérieur de la Volvo contient son chagrin en silence. Il y a l'odeur profonde et fiable des sièges en cuir, et en dessous, spectrale et s'effaçant mais indéniablement présente, l'épice chaude de l'eau de Cologne d'Arthur, santal, cèdre et quelque chose que je ne pourrais jamais nommer, quelque chose qui n'était que lui. Cette voiture était son choix, puis le mien, et il s'était assis sur le siège passager lors de 100 trajets sur ces mêmes routes boisées, lisant à haute voix des documents juridiques d'une voix qui traitait les petits caractères comme un divertissement. Je m'assois sur le siège conducteur sans démarrer le moteur. Mes doigts trouvent le loquet de la boîte à gants avant mes yeux. C'est ce que 15 ans de sténotypie enseignent aux mains, la précision dans le noir, la navigation par la seule mémoire. Le loquet se libère avec un clic sourd et, à l'intérieur, intact, se trouve l'enveloppe Kraft que j'y ai placée il y a 14 mois sur l'insistance tranquille d'Arthur. Le seau de cire est intact, marqué profondément des armoiries de la famille de Beaumont, la petite rose de la Renaissance que les enfants ont toujours trouvée embarrassante et que j'ai toujours trouvée appropriée. L'écriture d'Arthur court sur le devant de sa calligraphie particulière. Grasse, impatiente, montant légèrement vers le haut, comme si les lettres étaient pressées d'arriver quelque part. La clause de loyauté. Je pose l'enveloppe sur mes genoux. Elle est plus lourde qu'elle n'aurait le droit de l'être, cette simple liasse de papier juridique. Peut-être parce que je comprends exactement ce qu'elle contient. Arthur l'avait fait rédiger par le notaire il y a 2 ans, après le premier incident avec le fonds d'investissement de Christophe, celui où Arthur avait discrètement remboursé un prêt relais et n'avait rien dit publiquement, et où Christophe l'avait remercié en ne rendant plus aucun appel pendant 6 mois. Arthur avait un talent pour l'arithmétique qui n'avait rien à voir avec les chiffres. Il savait calculer la densité spécifique d'un trait de caractère. Je ne l'ouvre pas. Je sais déjà ce qu'elle dit. Je passe mon pouce sur le bord du seau et je pense,
Une mine juridique enterrée dans les petits caractères de nos vies, et ils vont marcher droit dessus. Mon téléphone émet un tintement contre la console centrale avec l'intrusion spécifique et brillante d'une notification de réseau social. Un son conçu par des ingénieurs pour être impossible à ignorer, calibré pour percer le brouillard de n'importe quelle humeur, y compris celle-ci. Je le saisis par réflexe, de la même façon qu'on se précipite vers une alarme incendie. La notification vient d'Instagram. Elodie-bad-babé-balife a publié une nouvelle story. Je tape sur l'écran. L'affichage se remplit d'une lumière ambrée, l'éclat chaud, ambre et acajou, du bar du club privé de Deauville, une salle que je connais parce qu'Arthur et moi y avons fêté notre 30e anniversaire, parce qu'il avait commandé un Barolo 2009 et m'avait dit « Diane, il n'y a rien au monde que je voudrais changer. » Mes enfants se découpent en silhouette dans cette même lumière. Christophe a retiré sa veste, le costume à rayures jeté sur le dossier du tabouret. Elodie est cambrée vers l'objectif dans la posture qu'elle utilise pour chaque photographie, celle qui suggère une joie sans effort. Ils tiennent chacun une coupe de champagne, levée, captant la lumière du bar. La légende dit « À de nouveaux départs et à la vraie liberté ». #Derniers Chapter Sparkles. L'horodatage dans le coin de l'écran indique « Il y a 10 minutes ». Je quitte l'écran des yeux pour regarder la grille du cimetière, visible à travers mon pare-brise, où 2 fossoyeurs lèvent leurs pelles. Arthur n'est pas encore sous la terre. Il est toujours au présent. Le chagrin, qui était assis tranquillement au milieu de ma poitrine comme une pierre que j'apprenais à porter, fait quelque chose d'inattendu. Il ne s'intensifie pas. Il ne se brise pas. Il refroidit. La température à l'intérieur de moi chute de plusieurs degrés en l'espace d'une respiration, et ce qui reste n'est plus du tout du chagrin. C'est quelque chose de bien plus vieux et de bien plus fonctionnel, la clarté précise, cristalline, que je ressentais autrefois lorsqu'un témoin se contredisait à la barre et que je réalisais, au même instant, que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Mamaquar se crispe. Je fouille dans mon sac, au-delà du levier de vitesse, et je referme mes doigts sur l'enregistreur Sony, petit, noir mat, banal, le genre d'appareil que les greffiers, les enquêteurs privés et les femmes prudentes transportent depuis des décennies. Son poids m'est totalement familier. J'en ai possédé 3 au fil des ans et ils ont tous eu cette même consistance. Solide et déterminé, un outil qui n'a aucune patience pour l'ambiguïté. J'appuie sur le bouton rouge. Le petit écran s'allume en clignant. Entrée numéro 1. Ma voix sort plate, objective, dépouillée de ce tremblement qui n'a rien à faire dans une déposition. 14 octobre, 14h14. Cimetière de Deauville. Défunt, Arthur de Beaumont, 71 ans. Héritiers principaux présents à la sépulture, Christophe de Beaumont, 35 ans, et Élodie de Beaumont, 32 ans. Les 2 héritiers ont quitté le cimetière environ 12 minutes après la fin de la cérémonie funéraire. Les réseaux sociaux indiquent que les héritiers ont ignoré la réception post-obsèques au domaine familial pour se rendre directement au club privé. Story Instagram publié à 14h04, soit 10 minutes avant cet enregistrement. Je marque une pause. Commentaire sur la publication de l'héritière Élodie de Beaumont. À de nouveaux départs et à la vraie liberté. L'horodatage confirme que la publication a eu lieu alors que la tombe du défunt était encore ouverte. Je laisse l'enregistreur tourner pendant 3 secondes de silence supplémentaire. Les sténotypistes apprennent à valoriser le silence sur un enregistrement. Le silence a un poids. Le silence est la preuve de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Intention évaluée. Continuez-je. Mépris de la dignité du défunt. Mobile probable. Impatience financière. Que cela soit consigné. J'éteins l'enregistreur et le replace dans mon sac, entre mon portefeuille et un paquet de mouchoirs dont je n'ai pas eu besoin. J'ai passé 15 ans à transcrire les mensonges des familles des autres. Je sais exactement comment on bâtit un dossier, une entrée propre à la fois. L'allée du domaine de Beaumont est un quart de mille de pavés anciens bordés de vieux érables. Et en octobre, ils ont la couleur d'un feu mourant magnifique, ruineux et impossible à ignorer. J'aime cette allée depuis 30 ans. Je l'ai parcourue en toute saison, pour les bonnes comme pour les mauvaises nouvelles, dans l'épuisement spécifique qui vient du fait de s'occuper d'un homme mourant avec tout ce que l'on possède. Le Range Rover argenté de Christophe est garé en diagonale sur les pavés, son pneu avant gauche écrasant les hortensias de fin de saison que j'ai protégées de 3 gelées précoces consécutives.
Il est garé comme se garent les gens qui veulent communiquer qu'ils se fichent de savoir où ils se garent, que la surface sous leurs pneus leur appartient et qu'ils peuvent en disposer à leur guise. La porte d'entrée de la maison est grande ouverte. Pas entr'ouverte, ouverte, comme une porte reste quand quelqu'un la franchit à la hâte sans prendre la peine de regarder en arrière. L'air froid s'engouffre régulièrement par l'ouverture, et de là où je suis assise dans la Volvo au bout de l'allée, je peux voir la lumière intérieure du hall et entendre, faiblement, la percussion irrégulière de bottes sur le parquet à l'étage. Des bottes lourdes, délibérées, des bottes qui marquent la propriété. Ils n'ont pas attendu que je rentre de l'enterrement de mon mari. Je reste un instant le moteur au ralenti, notant chaque détail de la façon dont j'ai été formée pour le faire. La position du véhicule, les dégâts au jardin, la porte ouverte, l'horodatage dans ma mémoire, environ 14h45, 40 minutes après la fin de la cérémonie au cimetière. Je le note comme je le ferais sur une sténotypie, sans commentaire, sans la rage qui monte quelque part dans l'environnement contrôlé de ma poitrine. Puis je coupe le moteur et je sors. Il apparaît au sommet de l'escalier avant même que j'aie franchi le seuil du hall, comme s'il s'était positionné là exprès. C'est probable. Christophe a toujours eu le sens de la mise en scène. Il desserre sa cravate tout en descendant, le costume à rayures tennis, la chemise blanche désormais ouverte au col, jouant le théâtre de l'homme qui a travaillé dur, qui s'est occupé de dossiers complexes pendant que les autres restaient sous la pluie à s'apitoyer. Il tient une liasse de brochures avec la poigne spécifique et définitive d'un homme sur le point de déposer une motion. Il s'arrête à 3 marches du bas. Le calcul n'est pas accidentel. En temps normal, il fait une bonne tête de plus que moi. De là, mon regard arrive à la hauteur de son sternum. Mais man. Il utilise ce ton, celui qui commence de manière douce et raisonnable, comme une clause contractuelle que personne ne lit à haute voix lors de la signature. Tu as l'air absolument épuisé. Ce qui est tout à fait compréhensible. Nous avons tous traversé une période si difficile. Christophe. Ma voix est égale. Je ne comble pas le silence qui suit. Il encaisse l'interruption par un micro-ajustement de sa mâchoire et poursuit. Il tend les brochures vers moi, papier glacé, couleur crème, avec les mots « les glycines », confort de prestige pour un nouveau chapitre, imprimé au-dessus de la photo d'une femme en gilet souriant dans un jardin. Ses phalanges, sur les brochures, sont blanches de tension. Nous devons avoir une conversation d'adulte sur ta transition, dit-il, laissant le mot flotter, transition, comme si c'était déjà décidé, comme une destination que quelqu'un aurait achetée en mon nom. Cette maison est tout simplement trop vaste pour une femme dans ta situation. Il ne dit pas fragile. Il s'en approche assez. Je regarde les brochures. Je regarde ses mains. Je regarde ses yeux, qui jouent l'inquiétude avec l'engagement d'un homme qui a répété devant son miroir, tout comme sa sœur. Je lui prends les brochures. Je les garde contre moi. Merci, dis-je simplement. Je le contourne pour me diriger vers le bureau. J'ai également pris la liberté d'appeler la banque privée, lance-t-il dans mon dos. Je m'arrête, non pas par surprise, mais parce que s'arrêter est la réponse correcte, celle qui lui donne ce dont il a besoin, cette sensation d'avoir porté un coup. Je lui laisse ce plaisir pendant 2 secondes. Étant donné les circonstances, continue-t-il, et je l'entends s'appuyer contre la rampe en acajou derrière moi, avec assurance, et compte tenu du risque réel de décisions altérées par le deuil, je pense aux escroqueries financières ou aux achats impulsifs. J'ai fait placer un gel de protection temporaire sur les comptes principaux. Sa voix glisse vers quelque chose de presque tendre. On ne peut pas te laisser prendre des décisions que tu regretterais, maman. C'est la chose responsable à faire. La chose responsable. Il a gelé mes comptes le jour des obsèques de mon mari, et il présente cela comme un acte d'amour. Je ne me retourne pas. Je fais un inventaire très lent, très calme, de mes options, de la même manière qu'un greffier vérifie son matériel avant une séance. Enregistreur, batterie de secours, papier propre. J'ai la clause de loyauté dans mon sac. J'ai l'enregistreur. J'ai 30 ans d'observation du système judiciaire, et je sais avec une précision implacable ce que l'article 4.2 d'un trust familial bien ficelé peut faire à un héritier qui vient de commettre une coercition financière documentée. Il sourit, je l'entends. Il s'attend à une scène, le souffle court, les « comment as-tu pu ?», les larmes qui feraient un effet bœuf dans un dossier de mise sous tutelle. Je dis simplement. Je vais examiner quelques documents. Et je continue vers le bureau.
La pièce sans l'huile de citron, les vieux volumes de droit et très légèrement, ce tabac de pipe qu'Arthur avait abandonné en 1998 mais qui semble avoir décidé de rester dans les rideaux. Je ferme la porte derrière moi et je reste un instant dans le silence particulier d'une pièce qui n'a jamais proféré de mensonge. J'étale la clause de loyauté sur le bureau. Je n'ai pas besoin de la relire depuis le début. Je l'ai déjà fait 3 fois ces 2 dernières années et une fois dans la voiture, par un autre après-midi pluvieux, quand Arthur et moi en avions discuté cliniquement, comme 2 personnes discutant des sorties de secours avant d'en avoir besoin. Mais je me tourne vers l'article 4.2 et je le lis avec l'attention focalisée que j'accordais jadis aux procédures de condamnation. Tout héritier ou bénéficiaire s'engageant dans une coercition financière documentée, une procédure de mauvaise foi ou des actions visant à saper l'intégrité cognitive ou juridique du fiduciaire principal sera considéré en rupture de la clause de loyauté et perdra de ce fait tout droit, prétention et intérêt dans le trust de Beaumont, intégralement et sans exception. Je repose la page. Christophe a bloqué mes comptes le jour de l'enterrement d'Arthur. Il est arrivé chez moi avant mon retour du cimetière. Il a apporté des brochures pour une maison de retraite. Ce ne sont pas les actes impulsifs d'un fils en deuil. Ce sont les étapes coordonnées d'un plan préparé. Ils ont consulté un avocat. Les brochures, le gel des comptes, l'avantage de la hauteur dans l'escalier, c'est un script. Je reconnais les scripts. Je prends une inspiration lente et délibérée par le nez, celle que je prenais au début d'une longue séance quand l'affaire était sérieuse, la salle hostile, et que l'exactitude était ma seule arme. Ils pensent que je suis un document à classer. Ils ont oublié que c'est moi qui fais le classement. Je trouve Élodie sur le palier du 2e étage avant qu'elle ne me voie. Je suis passé par l'escalier de service et j'avance dans le couloir supérieur avec mes chaussons en cachemire qui ne font aucun bruit sur le tapis. Je l'observe depuis le seuil du petit salon. Elle tient un bloc de post-it rose fluo et se déplace dans la salle à manger en bas avec l'efficacité systématique d'une femme qui a un plan et qui se croit très maligne. Je la regarde coller une note sur la base du vase mini, celui qu'Arthur avait rapporté d'un voyage en 1993. Celui que l'assurance évalue à 62 000 €. Celui qui a trôné sur la console à travers chaque dispute, chaque réconciliation et chaque dîner mondain que cette famille a connu. Elle appose le post-it sans cérémonie. Elle lui accorde l'attention qu'on donne à une étiquette de prix. Trop poussiéreux, marmonne-t-elle en reculant, penchant la tête comme si elle expertisait un meuble dans un vide-maison. Ce qui est, je suppose, précisément ce qu'elle est en train de faire. Elle se dirige vers le buffet Chipendale et y plaque une autre note. Puis sur l'horloge comtoise dans le coin. Puis sur la paire d'aquarelles au-dessus de la cheminée, un cadeau de mariage de l'associé d'Arthur, un homme mort depuis 12 ans. Je la regarde inventorier ma vie. Elle a 32 ans, la mâchoire de son père mais rien de son sens de l'arithmétique. Et elle place des autocollants roses sur 30 ans de mariage comme si elle étiquetait des bagages avant un vol. Elle m'aperçoit au 3e passage quand elle se détourne de la cheminée et me trouve là, debout dans l'encadrement de la porte, immobile et absolument silencieuse dans mon cachemire, à l'observer. Oh mon Dieu, maman. Le cri est authentique, au moins la surprise est réelle, et pendant 3 secondes pleines, avant que son entraînement ne reprenne le dessus, je vois son vrai visage. Le visage de quelqu'un qui vient d'être pris en faute. Puis la performance reprend, la main pressée contre la clavicule, les yeux s'écarquillant dans une inquiétude théâtrale, le pivotement du corps. Tu m'as fait une peur bleue, souffle-t-elle en se précipitant vers moi, ses doigts manucurés se posant sur mon bras avec la pression froide et légère d'une femme qui sait simuler la chaleur. Est-ce que ça va? Tu es si silenciosa. On est tous si inquiets pour toi. Christophe et moi avons discuté et on a l'impression que tu pourrais, tu sais. Elle écarquille les yeux de manière significative. Perdre un peu pied. Ce qui est tout à fait normal après ce que tu as traversé. Elle s'arrête. Elle regarde mon visage, et je ne lui donne rien. Aucune donnée. Aucun tressaillement. Aucune invitation. Je soutiens son regard avec l'attention égale et fixe que je réservais aux témoins à la barre, ni hostile, ni chaleureuse, simplement présente et enregistreuse. Mes yeux bleus acier ne lui offrent pas la satisfaction d'une réaction, car une page blanche ne dit rien de ce qui a déjà été écrit dessus. Ses doigts s'immobilisent sur mon bras. La performance continue, mais quelque chose derrière ses yeux verts est en train de se recalibrer. Elle s'attendait à de l'eau, elle a trouvé de la pierre. Elle ne sait pas quoi faire de la pierre. Je vais me reposer maintenant, lui dis-je doucement.
La journée a été longue. Je m'éloigne vers ma chambre. Je verrouille la porte derrière moi et je reste dans le noir, à écouter. Il faut moins de 90 secondes. Je les entends se rassembler dans le couloir du haut, comme des prédateurs quand ils croient que la proie s'est retirée, des voix basses, urgentes, légèrement grisées par l'assurance de ceux qui pensent que la prochaine étape est déjà réglée. Le tapis étouffe leurs pas, mais pas leur voix. Elle ne réagit absolument plus, chuchote Christophe, la voix tendue. Rien pour les comptes. Rien pour les brochures. Juste, le vide. C'est mauvais signe, demande Élodie, un peu essoufflée. Non. Une pause. Je l'imagine en train de calculer. C'est mieux, en fait. L'absence de réponse est parfaite pour le dossier de mise sous tutelle. On documente la dissociation, l'incapacité à s'engager, le retrait de la réalité. Christophe. On a déjà les documents d'admission du docteur LR. Elle a juste besoin de signer les formulaires de consentement pour l'évaluation psychiatrique et on boucle tout ça d'ici la fin du mois. Sa voix a la qualité plate et procédurale d'un homme lisant une checklist. Le blocage des comptes lui donne 72 heures avant qu'elle puisse réagir, et d'ici là, on aura. Ils s'éloignent dans le couloir, et je perds le fil de leurs paroles, mais l'architecture de leur plan est déjà bien assez claire. Ce n'est pas de l'improvisation. Il y a déjà un médecin complice. Il y a des documents d'admission. Il y a un calendrier précis. Assise sur le bord de mon lit dans l'obscurité, j'analyse la situation avec une précision clinique. Je suis une cible. Le plan est en marche. Ils ont les ressources, ils ont l'élan, et ils viennent de commettre une erreur spécifique et fatale. Croire que je suis le genre de femme que l'on peut gérer. Mes mains reposent sur mes genoux. Je m'aperçois que mes doigts bougent et ils tapent un rythme silencieux contre ma jambe, comme ils le font toujours quand je traite une information massive qui nécessite d'être triée. C'est le rythme de la sténotypie. QW contexte, discipline, analyse, délibération. Ils ont la banque, les brochures et un médecin à leur solde. Moi, j'ai l'article 4.2, un enregistreur Sony et 15 ans passés à transcrire les propos de gens bien plus sophistiqués que mes enfants, avant qu'ils ne marchent droit vers les conséquences qu'ils avaient eux-mêmes engendrées. 20 minutes plus tard, je descends l'escalier de service. J'adopte une démarche délibérée, légèrement chancelante, le balancement d'une femme épuisée, au bout de ses réserves, une main traînant le long du mur. J'ai appris cela dans une salle d'audience fédérale il y a 20 ans, en regardant un avocat de la défense mimer pour le jury la posture d'une victime. Les épaules portent la performance, les pieds portent la vérité. Dans la salle à manger, je m'arrête devant la console. Le vase Ming est à sa place habituelle, le post-it rose d'Élodie légèrement froissé à sa base, la composition florale en soie s'évasant derrière lui d'une manière qui crée une géographie cachée. Je feins de m'appuyer contre le bord de la table, ma main pressée à plat sur la surface laquée, ma respiration saccadée, simulant un vertige. De l'autre main, je glisse l'enregistreur Sony activé de la poche de mon gilet pour le déposer derrière le vase, le nichant dans l'obscurité entre les fleurs de soie et le mur, là où l'angle le dérobe à tous les regards, sauf au mien. Je retire ma main. Je me redresse, lentement. Je vais m'allonger, annoncer-je à la pièce vide, haussant la voix juste assez pour qu'elle parvienne jusqu'à la cuisine, où le réfrigérateur a été ouvert 2 fois ces 10 dernières minutes et où les occupants, calculateurs, se croient inobservés. Je crois que j'ai besoin de repos. Je gravis les marches d'un pas mesuré, celui d'une femme à bout de force. Derrière le vase Ming, dans l'ombre fraîche de la soie, le voyant rouge de l'enregistreur pulse 1 fois, 2 fois, puis s'installe dans le rythme patient et imperturbable de ce qui n'a pas besoin de dormir. Il sera là quand ils sortiront à nouveau le champagne. Il sera là quand ils discuteront de leur calendrier. Il sera là pour chaque mot prononcé dans cette maison ce soir, demain, et toutes les nuits suivantes, jusqu'à ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Que cela soit consigné. Le sifflement hydraulique déchire mon sommeil comme une lame à 6 heures du matin, suivi d'un gémissement mécanique s'élevant de l'allée sous ma fenêtre. Pendant une seconde de désorientation, je crois rêver que je suis revenu des décennies en arrière, qu'Arthur sort la Porsche pour une virée matinale avant que le brouillard ne se lève, comme il le faisait les week-ends d'automne quand les routes étaient désertes et froides et que le moteur à plat sonnait comme quelque chose de vivant et de nécessaire. Puis les gyrophares ambrés strient les rideaux de soie et le rêve se dissout. J'écarte les rideaux. Le camion plateau est déjà positionné devant le garage,
son bras de levage déployé, le câble du treuil tendu. La Porsche 911 de 1967 d'Arthur, la grise, celle qu'il avait achetée l'année de la naissance de Christophe et qu'il conduisait à chaque anniversaire de notre mariage sur la même route normande. Car il disait que certains chemins méritaient d'être répétés, sort du garage avec le mouvement lent et indigne d'une chose qu'on traîne au lieu de la conduire. La peinture argentée accroche la lumière grise du matin comme l'écaille d'un poisson mort, magnifique et sinistre. Christophe se tient sur le gravier humide en tenue de sport, un porte-documents sous le bras, dirigeant les deux hommes avec l'autorité désinvolte de celui qui est réveillé depuis des heures et qui est très satisfait de lui-même. Je regarde jusqu'à ce que la voiture soit totalement chargée. Puis je m'habille. Je descends les marches du perron, mon manteau de laine jeté sur les épaules, sans prendre le temps de le boutonner, avant même que les feux stop du camion ne s'éteignent. Le gravier humide crisse sous mes pas. Le brouillard matinal a cette odeur froide et minérale d'octobre, l'odeur de tout ce qui s'éteint. Christophe ne lève même pas les yeux de ses papiers. Frais de succession, dit-il avant même que j'aie ouvert la bouche. Le ton est le même que pour le gel des comptes. Conversationnel, procédural, la voix d'un homme lisant un script qu'il juge inévitable. Nous avons fait les comptes. Cette collection est une charge que nous ne pouvons pas traîner pendant la succession. Papa aurait compris. Il me tend une feuille à l'entête de Beaumont Logistique, leur ancien papier à lettres, celui qui traîne dans le placard depuis le changement d'identité visuelle de l'entreprise il y a 4 ans. C'est une note d'intention, datée d'il y a 3 mois. L'entête indique, objet, cession de la collection de véhicules personnels, selon les instructions verbales du défunt. Je lui prends le document et le lis. Puis je le relis, plus lentement. La signature est un travail d'orfèvre. La boucle du « A » majuscule est correcte. Cette fioriture propriétaire qu'Arthur avait développée au pensionnat et qu'il n'avait jamais perdue. Mais l'inclinaison est mauvaise. Arthur était gaucher et appuyait sur le papier avec une lourdeur spécifique, idiosyncrasique, qui laissait une empreinte sur la feuille du dessous. Je pourrais lire son écriture les yeux fermés en passant mon pouce sur la page pour en sentir les sillons. Cette signature-là reste à la surface du papier comme un décalcomanie. Celui qui l'a forgé avait le style d'Arthur, mais pas sa substance. Je lui rends la note. Je vois, dis-je simplement. Je note mentalement le numéro de série de la Porsche sur l'étiquette du camion alors qu'il commence à s'éloigner. Je le lis 2 fois, le confiant au système de classement que ma mémoire a bâti durant 15 ans à dicter des numéros de pièces à conviction dans le compte-rendu d'audience. Numéro de série. Heure. Date. Témoin, moi-même. Christophe lève enfin les yeux. Il guette quelque chose sur mon visage, de la détresse, des accusations, le début d'une scène qu'il pourrait documenter. Je lui offre mon expression neutre, celle qui ressemble à du vide pour les gens qui n'ont jamais eu à garder un visage de marbre pendant 8 heures consécutives lors d'un procès. Merci de m'avoir prévenu, dis-je avant de rentrer. Le fracas est colossal, un son de vagues se brisant à l'intérieur, la percussion violente de quelque chose d'irremplaçable rencontrant le marbre du sol à grande vitesse. Je suis en haut de l'escalier principal quand cela arrive et je descends les marches à une allure qui surprend mes propres genoux, une main sur la rampe, l'autre libre, car je sais déjà ce que je vais trouver. Le hall s'offre à ma vue, des éclats de céramique blanche et bleue dispersés sur le marbre dans un rayon qui indique la force plutôt que l'accident, une explosion de porcelaine qui a atteint la base du porte-manteau et le pied de la table chipendale à 2 mètres de là. Élodie se tient au milieu du désastre, un plumeau à la main, le visage figé dans une expression de désarroi aux yeux écarquillés. Ses boucles blondes sont rejetées derrière une oreille. Elle est l'image même du remords, si le remords avait des ongles manucurés et un pull en cachemire qui coûte plus cher qu'un mois de course. Oh, maman, je suis tellement désolée, souffle-t-elle en portant sa main libre à sa bouche. Je voulais juste t'aider avec la poussière, tu dis toujours que le hall est poussiéreux, et je me suis retournée, mon coude a accroché le vase. Ses yeux tombent au sol, rapidement, de manière systématique, scannant le champ de débris. Elle ne cherche pas de la céramique. Elle cherche quelque chose de petit et noir mat. Je regarde son visage, la rapidité de ce regard vers le bas, la façon dont ses yeux croisent et recroisent les éclats, et je comprends avec une clarté absolue que le vase n'était pas un accident. Le vase était une perquisition. Ça va? Demande-t-elle en replaçant son regard dans le mien. Tu es si pâle. Tu devrais t'asseoir. Christophe. Sa voix monte d'un ton. Christophe, tu peux venir? Va chercher l'aspirateur, Élodie,
dis-je. Ma voix sort à une température glaciale. Elle scie, un vrai battement de paupières, un moment de flottement, car ce ton n'est pas celui auquel elle était préparée, puis elle se tourne vers la cuisine. Dès qu'elle a disparu, je me laisse tomber à genoux sur le marbre. Les éclats sont tranchants comme des rasoirs, éparpillés sans logique. Je cherche rapidement et je le trouve dans les débris près du mur, l'enregistreur Sony, son boîtier en plastique noir fendu sur un côté, le mécanisme interne partiellement exposé. Le voyant rouge est éteint. L'appareil est mort, techniquement. Mais la carte micro SD est toujours dans son emplacement, intacte. Elle est plus petite que mon ongle, sombre comme un éclat de silex, et elle a survécu à l'intérieur du boîtier comme le contenu d'un coffre survit parfois à l'incendie qui détruit tout le reste. Je la cache dans ma paume. Un éclat entaille mon pouce au moment où je ferme la main, une douleur vive et immédiate, la chaleur du sang. Je ne regarde pas. Je serre mes doigts sur la carte et me relève d'un seul mouvement, glissant ma main dans la poche de mon manteau alors que le sifflement de l'aspirateur retentit dans le couloir, annonçant le retour d'Élodie. Je l'ai, crie-t-elle. Merci, réponds-je, examinant les dégâts de la console avec l'attention endeuillée d'une femme évaluant sa perte. Mon pouce saigne dans ma poche. La carte micro SD est pressée contre ma paume comme un petit secret tranchant. Que cela soit consigné, le vase a été brisé à environ 8h15 du matin. Les données ont survécu. À midi, ils ont installé une infirmière. Elle s'appelle Brigitte, et elle possède cette douceur spécifique et exercée des professionnels engagés pour simuler la compassion là où celle-ci est utilisée comme une arme. Elle doit avoir la quarantaine, porte une blouse impeccable d'un bleu pâle choisi pour inspirer le calme, et se déplace dans ma cuisine avec l'aisance propriétaire de quelqu'un qui a été briefé sur la disposition des lieux. Élodie me la présente comme une consultante bien-être. Christophe n'est pas présent pour les présentations. Il est ailleurs dans la maison, ce qui signifie qu'il ne veut aucune association personnelle avec cette pièce d'échiquier particulière. Brigitte pose un pilulier en plastique sur le comptoir. C'est le modèle hebdomadaire, avec chaque compartiment codé par couleur, et chaque case est remplie. Des gélules jaunes vifs, de petits comprimés blancs, et quelque chose d'ovale et d'orangé que je ne reconnais pas et qui ne m'a jamais été prescrit. Nous voulons simplement nous assurer que vous ne faites pas de surdosage dans votre confusion, ma chère, dit Brigitte. Sa voix est celle d'une femme qui croit sincèrement être gentille, ce qui la rend plus dangereuse que quelqu'un qui se sait cruel. Elle ouvre le compartiment du mardi matin et me le tend. Je regarde les pilules. Y regarde Brigitte. C'est quoi, l'orange? Demandez. Brigitte consulte son presse-papier. C'est pour votre anxiété, ma chère. Le docteur Heller l'a prescrit ce matin. Le docteur Heller. Le nom que Christophe a mentionné à travers la cloison hier soir, le médecin déjà complice, le dossier d'admission déjà prêt. Ces pilules ne sont pas pour ma santé. Elles sont pour la trace écrite. Un régime médicamenteux documenté établissant une fragilité cognitive. La preuve d'une femme qui nécessite une gestion pharmacologique de son état mental. Je secoue la tête, une seule fois. Non, merci. Brigitte prend une note dans son registre relié de cuir, écrivant d'une écriture délibérée et lisible, celle de quelqu'un qui comprend que les dossiers sont destinés à d'autres lecteurs. Je la regarde écrire et je pense, moi aussi. La maison devient silencieuse peu après minuit, ce silence particulier des demeures où les gens se croient inobservés. J'attends encore 30 minutes après le dernier bruit de pas dans le couloir avant de bouger. Je m'assois au bureau d'Arthur, dans son cabinet, la surface antique couverte de papier que je feins d'ignorer depuis 2 jours. J'ouvre mon ordinateur dans l'obscurité. La lueur de l'écran est la seule lumière. Je récupère la carte microSD de l'endroit où je l'ai cachée dans la doublure du bracelet de ma Patek Philippe, et je l'insère dans l'adaptateur trouvé au fond d'un tiroir. Le fichier audio s'ouvre. Le son est granuleux, compressé par la distance d'enregistrement et partiellement corrompu par l'impact du vase, mais il est là. Les voix sont identifiables, les mots récupérables. Si on dégage les voitures maintenant, on pourra éponger la dette offshore avant la première audience de succession. Christophe. Assez clair pour une transcription. Assure-toi juste qu'elle reste confuse jusqu'à ce que les papiers soient signés. Elodie. Encore plus clair. Je sors la sténotype de l'étagère de la bibliothèque où elle trônait depuis 6 ans comme un souvenir, et je la pose sur le bureau devant moi.
Retrouver la géométrie familière des touches sous mes doigts, c'est comme revenir à une langue que je n'aurais jamais cessé de parler. Je commence à taper. Le rythme de la machine dans la maison silencieuse est le son le plus réconfortant que j'ai entendu depuis la voix d'Arthur. Take take. Take take. Je travaille à environ 230 mots par minute, formatant l'audio en une transcription de déposition propre et professionnelle, locuteur identifié, horodatage noté, contenu verbatim, passage inaudible marqué avec la notation standard inaudible environ. X mots. Je travaille jusqu'à 4 heures du matin. Quand j'ai fini, j'ai 6 pages de transcription formatées, correctement entêtées, datées et paraphées dans le coin inférieur droit, comme je paraphais chaque page de chaque compte-rendu que j'ai jamais déposé. Le témoin est prêt. La déposition est impeccable. Je sauvegarde le fichier sur une clé USB et je ferme l'ordinateur. Ils ont eu l'élégance de placer le document entre une carte de condoléances du curé et une enveloppe du syndic, ce que je trouve presque charmant dans son souci de camouflage. Élodie a disposé la table du petit déjeuner pour qu'elle ressemble aux suites administratives d'un enterrement. Des mots de remerciement à signer, des factures à valider, toute la petite paperasse de la mort qu'une veuve éplorée traiterait en pilote automatique. Le document est intitulé « Requête aux fins de mandat de protection future », en caractères élégants. Il fait 8 pages. La disposition clé se trouve à la page 2. Par ma signature, toute autorité légale et financière sur ma personne et mes biens serait transférée à Christophe de Beaumont, pour être exercée à sa seule discrétion jusqu'à ce qu'un tribunal en décide autrement. Le délai pour une telle révision est noté comme étant non inférieur à 18 mois. Élodie apparaît dans l'embrasure de la cuisine avec 2 tasses de café, encore une mise en scène, un autre accessoire. Je sais qu'il y a tellement de choses à gérer, maman, dit-elle en posant une tasse près de mon coude et en faisant glisser un stylo Man Blank sur la table vers ma main, avec ce mouvement fluide et pratiqué de celle qui a déjà fait ça, en répétition ou en réalité. Ce sont juste les dernières formalités pour les frais d'obsèques. Le notaire a dit que si on lui renvoyait ça avant vendredi. Quel notaire? Son sourire tient bon, mais ses yeux se recalibrent. Celui de Christophe. Il s'occupe des formalités de la succession. Dis-je simplement. Je plie la requête en 2 et la pose de l'autre côté de ma tasse de café. Élodie attend. Elle attend 5 secondes de plus, ce qui est la durée exacte de sa patience quand elle ne joue pas la comédie. Je regarderai ça plus tard, lui dis-je. Je mange mes tartines. À 10 heures, je prends mon sac et j'annonce à la cantonade que je sors prendre l'air au village. Le tableau à clé près de la porte de service porte 3 jeux. Le double de la maison, la télécommande du portail, et la clé argentée de la Volvo sur le porte-clés Tiffany qu'Arthur m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. J'avance la main vers la clé de la voiture. Le crochet est vide. Je reste la main tendue, non pas par surprise, j'attendais cela, je l'espérais même depuis le gel des comptes, mais parce que la mise en scène de ce moment exige que je paraisse surprise. Je laisse retomber ma main. Iemereto urne. Christophe sort de l'ombre du vestiaire, sa posture arrangée en une pantomime de préoccupation réticente. Il fait tourner la clé de la Volvo au bout de son doigt, la faisant briller à la lumière. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, maman. Sa voix utilise le registre le plus travaillé, celui qui est doux en surface et de béton en dessous. Brigitte a mentionné que tu semblais avoir des vertiges ce matin. Avec tes réflexes, il faut penser à la responsabilité civile. Les routes sont glissantes. Par mesure de protection, c'est moi qui m'occuperai de la conduite pour le moment. Il m'essourit. C'est la mâchoire d'Arthur, mais sans rien de son caractère. Bien sûr, dis-je. Je monte à l'étage et j'enfile mes chaussures de marche. Je sors par la porte-fenêtre sud de la maison, celle qui ouvre sur le jardin à la française, et de là, je rejoins le chemin de service qui longe l'arrière de la propriété vers le vieux mur de pierre bordant le domaine voisin. L'air du matin est froid et humide, il a un goût de feuilles mortes et de fumée de bois provenant d'une cheminée au loin. Je marche un bon kilomètre. Le domaine des Simons se cache derrière une haie de Troène maintenue à la même hauteur depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Evelyne Simon m'ouvre la porte en robe de chambre et lunettes de lecture, un roman policier à la main. Elle me regarde comme elle me regarde depuis 30 ans, comme une femme censée regarde une autre femme censée dans des circonstances qui exigent du bon sens. J'ai besoin de 20 € et de 10 minutes avec un téléphone, lui dis-je. Elle ne demande pas pourquoi. Elle n'a jamais aimé Christophe,
pas depuis l'incident de La Haye avec son 4x4 il y a 3 ans. Elle comprend à un niveau qui ne nécessite aucune explication que si je suis sur son perron à cette heure-ci, c'est parce que quelqu'un a décidé que je ne devrais pas y être. Elle rentre et ressort avec un billet de 20 € et son iPhone, déverrouillé. Je descends de son Porsche et je compose le numéro. Le notaire est jeune, 26 ans peut-être, dans un costume qui aurait besoin d'un coup de fer et une cravate qui suggère qu'il s'est habillé dans sa voiture. Il est assis sur un banc du parc avec l'expression d'un homme à qui on a dit de rencontrer un client et qui remet maintenant en question chaque décision qu'il a menée à cet instant. Je m'assois à côté de lui et je présente ma carte d'identité et ma Patek Philippe. J'ai besoin que vous receviez et authentifiez une déclaration de fait, lui dis-je. Je parle clairement, avec la cadence mesurée d'une femme qui a déjà témoigné. Articulation parfaite, sans hâte, avec la précision spécifique de celle qui sait que la clarté est la différence entre un document qui tient et un document qui s'effondre. Je vais démontrer ma compétence cognitive pour le compte-rendu. Je donne la date. Le jour de la semaine. Le nom du président de la République. La valeur approximative du CAC 40, que j'ai vérifié sur le téléphone d'Evelyne avant de venir. Je cite le nom du préfet, la composition actuelle du Conseil constitutionnel et l'adresse de mon propre domicile. Puis je résume, en termes séquentiels et clairs, les faits documentés suivants, le retrait de mes clés de véhicule et la restriction de ma liberté de mouvement, le placement de médicaments non identifiés chez moi par une infirmière que je n'ai pas autorisée, la présentation de documents de mise sous protection sous de faux prétextes. Le stylo du notaire court sur le papier. Quand j'ai fini, il lève les yeux vers moi. Madame, dit-il, vous êtes. Il semble hésiter sur la fin de sa phrase. Il timbre la David. Le claquement lourd du sceau contre le papier est l'un des sons les plus satisfaisants que j'ai entendus en 72 heures. Je plie le document, le glisse dans la poche de mon manteau à côté de la clé USB, et je me lève. Merci, lui dis-je. Envoyez la facture à l'adresse du domaine. Ils s'attendent à recevoir un peu de paperasse. L'homme au coupe-vent beige m'attend près des hortensias, ceux qui ne se sont pas encore tout à fait remis de l'incident avec le Range Rover, je le remarque au passage. Il me tend une pochette bleue avec la hâte apologétique de quelqu'un qui aimerait être n'importe où ailleurs. Il marmonne quelques mots inaudibles et s'éloigne d'un pas déterminé, celui d'un homme qui vient de s'acquitter de sa dernière obligation. J'ouvre la pochette. Une procédure d'expulsion d'urgence. Une requête aux fins d'hospitalisation d'office pour expertise psychiatrique. Le second document cite des épreuves de détérioration cognitive, de dissociation et de refus des soins médicaux préconisés. C'est signé par le docteur LR. Le troisième document est un avis de congé sous 30 jours, en attendant le règlement du litige successoral. Ils se tiennent sur le perron. Christophe a les mains dans les poches et la posture d'un homme qui regarde une bille de roulette ralentir vers son numéro. Le visage d'Élodie a totalement abandonné la comédie. Elle se contente de me regarder lire, ses yeux verts dénudés de tout triomphe qu'elle contenait depuis le 14 octobre, depuis le champagne au club, depuis l'instant où ils ont décidé que tout ceci serait facile. Je referme la pochette. Je les regarde sur ce perron, mes enfants, les enfants d'Arthur, 2 êtres à qui j'ai appris à lire, que j'ai conduits à l'école, que j'ai bercés pendant leur fièvre et leur chagrin d'amour. Je songe au temps qu'il faut pour apprendre à quelqu'un qui il est, au fait qu'on n'y parvient pas toujours, et que c'est un échec de l'amour que l'on porte en soi pour toujours, mais qu'on ne peut laisser devenir un échec de la volonté. Je passe devant eux et je rentre. Élodie me suit jusqu'au pied de l'escalier avec une performance de détresse qui semblerait authentique à quiconque ne l'aurait pas vue s'exercer toute sa vie. Maman, s'il te plaît, comprends-nous, nous ne voulions pas en arriver là. Christophe a tout essayé, mais tu as été tellement. Je continue de monter. Le son de sa voix s'amenuise derrière moi, absorbé par le tapis du couloir et le poids du silence de cette maison. Je gagne ma chambre. Je verrouille la porte. Je m'assois dans le fauteuil à oreilles qui trône dans le coin de cette pièce depuis l'année de notre emménagement, celui où je me suis assise pendant 30 ans pour lire tard le soir, quand la respiration d'Arthur dans l'obscurité était paisible et régulière, et que le monde extérieur était encore gérable. Je croise les mains sur mes genoux. Mes doigts commencent à bouger, cette vieille habitude involontaire, les touches fantômes de la sténotype cliquant leur rythme silencieux contre mes paumes, la vitesse et la précision de 15 ans de métier s'exprimant par la seule mémoire musculaire. Que cela soit consigné,
Les défendeurs sont en violation manifeste de l'article 4.2 du Trust de Beaumont. Coercition financière documentée. Gel des comptes. Liquidation de véhicules. Note d'autorisation falsifiée. Action documentée visant à saper l'intégrité cognitive. Médicaments non autorisés. Recrutement d'une consultante de complaisance. Requête aux fins de tutelle et d'hospitalisation psychiatrique. Tous ces actes ont été accomplis dans les 72 heures suivant l'inhumation du défunt, alors que la fiduciaire principale était présente au domaine. J'ai en ma possession un affidavit de compétence mentale notarié, exécuté cet après-midi. Une transcription professionnelle des déclarations enregistrées des défendeurs, formatée selon les normes judiciaires. La clause de loyauté originale, scellée et intacte. Un numéro de châssis et une signature falsifiée qui n'attendent qu'un expert en graphologie. Ils ont déposé leur demande d'expulsion. Moi, j'ai bâti mon dossier. Ils pensent avoir couru un sprint effréné. Ils ne savent pas encore qu'ils ont couru en cercle, et que je me tenais au centre depuis le début, à tout enregistrer. Les touches fantômes cliquent contre mes paumes dans la pénombre, régulières et patientes, tandis qu'en bas, l'horloge comptoise marque l'heure de son timbre long et résonnant. J'attends simplement l'audience finale. Le scotch est un gland farclas de 25 ans d'âge tiré de la cave. La dernière bouteille de la caisse qu'Arthur et moi avions rapportée d'un voyage en Écosse en 2011. J'en verse 2 doigts dans les verres en cristal de Waterford, ceux que nous réservions pour les occasions sérieuses, pour les contrats signés et les conversations difficiles qui devaient bien se terminer. Je les pose sur la table de la salle à manger à côté de la carafe, ajuste leur position d'un demi-centimètre, et je recule. La table ressemble exactement à ce que je veux qu'elle projette, une ouverture. J'entends la porte d'entrée et leur voix dans le hall, cette cadence spécifique de 2 personnes qui ont conspiré ensemble et qui arrivent dans le registre confiant, presque euphorique, de ceux qui croient que demain est déjà écrit. L'odeur de la pluie coûteuse les accompagne, laine humide et un parfum floral venant des cheveux d'Élodie, mêlé à l'odeur âcre et particulière de l'assurance de Christophe, qui a toujours fleuri un mélange d'ambition et d'urgence mal placée. Ils entrent dans la salle à manger et me trouvent assise en bout de table, les mains jointes, la carafe entre nous. Christophe déchiffre le tableau en premier. Ses yeux passent du scotch à mon visage, et quelque chose dans sa posture s'ajuste, un petit recalibrage, comme un prédateur rencontrant un obstacle inattendu dans un couloir familier. Asseyez-vous, dis-je. Je vous en prie. Il s'exécute. Élodie rapproche sa chaise de celle de Christophe, comme elle le fait depuis l'enfance, l'alignement de 2 êtres qui se sont mis d'accord sur un secret. Je suis fatigué de cette guerre, leur dis-je. Je laisse la phrase se poser avant de continuer, car j'ai appris en 30 ans à écouter des avocats que le rythme est primordial. Si vous arrêtez immédiatement la liquidation des voitures et des œuvres d'art, et si vous cessez toutes les procédures morales et juridiques, j'autoriserai le versement d'une rente mensuelle généreuse prélevée sur le trust pour vous deux. Nous pouvons mettre fin à tout cela ce soir. Je regarde l'idée faire son chemin sur leur visage, l'avidité, se propageant comme une ride à la surface d'une eau sombre, révélant la profondeur des calculs derrière leurs yeux. La réaction d'Élodie est immédiate et involontaire. Ses yeux s'illuminent, ses lèvres s'entr'ouvrent, et pendant 3 secondes, elle est ailleurs, mentalement dans une boutique de Milan, j'imagine, ou devant le comptoir d'un hôtel de luxe avec une carte illimitée. Elle a toujours été le moteur le plus simple des deux, la plus prompte à remonter à la surface, la moins exercée à la dissimulation. En cet instant, son désir est parfaitement lisible. Christophe est plus lent, plus complexe. Il s'avance et saisit le verre en cristal. Il prend une gorgée délibérée, tenant le scotch d'une manière qui communique l'évaluation plutôt que le plaisir. Le geste d'un homme qui rappelle à l'assemblée qu'il n'a pas encore décidé, que rien à cette table ne sera conclu sans son aval. Puis il repose le verre et se penche en avant. L'odeur aigre de sa sueur est perceptible maintenant, sous son parfum onéreux, une urgence métabolique. La biochimie d'un homme qui a des ennuis financiers bien plus graves que ce que cette maison imagine. Je dispose de cette information depuis 72 heures. Je n'en ai rien dit. Une rente, dit-il, et le mot sort avec le mépris plat qu'il réserve aux choses qui ont déjà échoué. Nous ne sommes pas des enfants qui quémandent de l'argent de poche, maman. Il pose ses mains à plat sur l'acajou comme pour en prendre la mesure. Nous voulons un rachat complet. 50% chacun, immédiatement. Des liquidités. Nous en avons assez d'attendre que tu. Il se reprend,
réévaluant sa formulation. Nous voulons ce qui nous revient. Nous avons été patients. Le masque est tombé, maintenant. Je le regarde partir sans regretter sa disparition, la dernière feinte d'affection filiale, la dernière performance de nécessité réticente. Ce qui reste n'est que l'appétit, brut et direct. Je trouve presque plus facile de regarder cela que le masque. Au moins, c'est honnête. Il ne veut pas d'une place à table. Il veut que la table soit démontée et vendue au maître linéaire. Je vois, dis-je. Je lève mon propre verre. Je bois. La lumière contre les fenêtres de la salle à manger arrive d'abord comme un reflet, un flash stroboscopique, précis, qui se répète à intervalles réguliers, le rythme d'un photographe professionnel travaillant sur une grille systématique. Je repose mon verre et je me lève, me dirigeant vers la fenêtre sans me presser. Sur la pelouse, dans l'obscurité humide, un homme en veste imperméable tient un réflexe sur un monopode, capturant la façade du domaine par sections successives. Il se déplace de l'entrée principale vers l'aile sud avec le but méthodique de quelqu'un qui travaille à partir d'une liste de prises de vue plutôt que par intérêt personnel. Qui est-ce? Demande. Christophe ne lève pas les yeux de son verre. Ce geste, le refus délibéré de regarder, cette posture de quelqu'un pour qui la question est insignifiante, est plus révélateur que n'importe quelle réponse. Un consultant, répondit-il. Nous avons engagé un promoteur. Le mandat de vente exclusif a été signé la semaine dernière. Il fait tourner lentement le cristal entre ses doigts. C'est un terrain de 4 hectares en plein cœur de la côte, maman. L'une des dernières parcelles de cette taille. Une personne seule qui s'agite dans une maison de 30 pièces. Ce n'est pas l'utilisation la plus rationnelle ni la plus rentable de ce sol. Il a presque l'air de me rendre service. Le photographe se déplace vers l'aile et prend 3 autres clichés. Je laisse retomber le rideau et je retourne m'asseoir. Je reprends mon scotch. Je le finis. Je note, avec cette objectivité que je cultive depuis le 14 octobre, qu'ils n'ont pas pu signer de mandat de vente la semaine dernière. Le domaine ne peut être mis en vente sans ma signature en tant que fiduciaire principal, ce qui signifie que ce qu'ils ont signé est un accord conditionné à l'obtention de cette signature, par consentement ou par mise sous tutelle. Le photographe sur ma pelouse est la documentation d'une transaction qui n'a pas encore été autorisée. Il est prématuré. Ils sont tous prématurés. Mais je ne dis rien de tout cela. L'iPad est posé sur le comptoir de la cuisine. Je navigue sur le service de livraison de courses avec le but spécifique et trivial d'une femme qui veut du pain et des choses ordinaires. Le petit acte de ravitaillement d'un foyer censé rester un foyer. Je valide le panier. Je tape le numéro de ma carte. L'écran clignote. Transaction refusée. Veuillez contacter votre établissement bancaire. J'essaie la Visa. J'essaie l'American Express. J'essaie la carte secondaire du comte Beaumont que je possède depuis 1997 et qui n'a jamais été refusée une seule fois en 27 ans. Refusée. 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 Christophe a déclaré chaque carte associée au domaine comme étant volée ou compromise. Il a, avec les accès qu'il a obtenus lors du gel initial des comptes, systématiquement désactivé chaque instrument financier que je possède. La maison autour de moi, les meubles chipendales, les œuvres d'art restantes sur les murs, l'argenterie dans le buffet, la bibliothèque qu'Arthur a bâtie au fil d'une vie, vaut environ 40 millions d'euros selon l'expertise la plus conservatrice. Je le sais parce que j'ai lu les documents du trust avec la même attention que j'accordais jadis aux transcriptions de dossiers criminels. Je ne peux même pas acheter de pain. Je pose l'iPad sur le comptoir, face vers le haut, l'écran de refus toujours allumé. Je me tiens dans la cuisine de ma propre maison, dans ce silence suffocant d'un espace que l'on transforme en piège autour de son occupant, et je m'autorise à ressentir tout le poids de la situation, la réalité physique et brutale de ce que signifie être entouré par 30 ans de sa propre vie sans avoir accès aux mécanismes les plus basiques de l'existence quotidienne. Le silence pèse. Je prends une inspiration. J'ouvre le garde-manger et je fais l'inventaire de ce qui s'y trouve. 2 boîtes de conserve. Un damipot da baura da cacahuata. Un paquet de biscuits qui devrait faire l'affaire. Je referme le placard. Que cela soit consigné, instruments financiers désactivés. Accès aux vivres bloqués. Ressources liquides actuelles estimées. 20 €, le don d'Evelyne Simon, conservé dans la doublure de la poche de mon manteau. Je vais chercher mon manteau. Le chauffage central rend l'âme à 15 heures, une agonie saccadée, le système s'essoufflant 1 fois, 2 fois,
avant de se taire avec une finalité qui plonge la maison dans un nouveau registre de calme. Ce bourdonnement ambiant avec lequel j'ai vécu si longtemps que je ne l'entendais plus était présent durant toute ma vie d'adulte dans cette demeure. Et son absence est immédiatement physique, comme l'arrêt d'un battement de cœur, perceptible dans l'instant où tout se fige. En 40 minutes, l'humidité d'octobre commence à s'infiltrer. La Normandie à la mi-automne n'est pas tendre. Le froid monte d'abord par les planchers, puis s'installe dans les pièces au haut plafond, de haut en bas, de la manière dont le froid colonise toujours les grands espaces. Systématiquement, sans urgence, avec une confiance totale. L'écran du thermostat est noir. Dysfonctionnement du système, lance Christophe depuis le couloir. Il ne vient pas sur le seuil. Il s'adresse à moi à travers le mur, et je peux entendre sa satisfaction, ce plaisir contrôlé, spécifique d'un homme exécutant un plan qui se déroule comme prévu. Je t'avais dit que l'intégration domotique était trop complexe pour qu'une personne seule puisse la gérer. J'ai appelé un technicien, il ne pourra pas passer avant lundi. Une pause, calibrée. Tu devrais peut-être appeler les glycines. Je suis sûr qu'il chauffe bien là-bas. Je me tiens au centre de la bibliothèque sombre et j'écoute ces bruits de pas s'éloigner dans le couloir. Lundi est dans 4 jours. Je récupère le jeté en cachemire sur le canapé de la bibliothèque, je m'en enveloppe les épaules et je poursuis vers le bureau. Je m'assois à la table de travail d'Arthur, mon manteau toujours sur le dos, ma respiration à peine visible dans l'air, et j'ouvre à nouveau la clause de loyauté à l'article 4.2 pour la lire une dernière fois. Je n'irai pas aux glycines. La maison au crépuscule, sans chauffage et avec seulement les petites lampes de table que j'ai allumées dans 2 ou 3 pièces pour économiser les circuits, offre une géographie différente de celle que j'ai connue pendant 30 ans. Les ombres arrivent plus tôt et s'étirent davantage, et le froid réorganise le familier en quelque chose qui exige un nouvel apprentissage. Je me déplace lentement, le cachemire sur les épaules, mes chaussures de marche produisant un son étouffé sur les tapis, et je découvre que chaque recoin recèle quelque chose à quoi je n'étais pas préparé. Le fauteuil de lecture d'Arthur dans la bibliothèque, encore marqué par l'empreinte de son corps. Les marques de taille sur le chambranle de la porte du garde-manger, Christophe, un M27, juillet 1993. Élodie, un M12, août 1994, crayonné de la main d'Arthur, car c'était toujours lui qui pensait à le faire. La disposition spécifique de la fenêtre de la cuisine, orientée vers l'est pour laisser entrer la lumière du matin, que j'avais arrangée il y a 26 ans et que je n'ai jamais modifiée. Je suis prisonnière dans des draps de soie et du cachemire, entourée des vestiges d'une vie que l'on évalue pour sa valeur de liquidation alors que j'y suis encore présente. Le sentiment est difficile à nommer avec précision. Ce n'est pas du désespoir, je suis trop fonctionnelle pour le désespoir. C'est quelque chose qui ressemble à du chagrin dans un nouveau registre. Le chagrin d'une femme qui a vu les preuves s'accumuler au-delà du point où elle pourrait encore les attribuer à un malentendu ou à de l'immaturité. Mes enfants savent ce qu'ils font. Ils l'ont toujours su. Je trouve la photographie dans la poussière d'une table basse dans le couloir du haut, dans le petit cadre argenté qui trône là depuis le début des années 90 et que j'ai épousseté pendant tant d'années que je ne le voyais même plus en passant. Je le saisis maintenant et je la porte vers la fenêtre où la lumière résiduelle est suffisante. Christophe et Élodie, âgés de 2 et 4 ans peut-être, sur la pelouse en été derrière la maison. Ils sont emmêlés dans l'herbe avec cette souplesse inconsciente des très jeunes enfants, la tête d'Élodie sur le ventre de Christophe, un de ses bras jeté sur ses chevilles, tous deux en plein rire face à quelque chose hors champ. La lumière est cet or particulier des fins d'après-midi d'été, et leurs visages brillent de la joie sans artifice des petits êtres qui ne savent pas encore ce que signifie jouer un rôle. Je m'assois sur le bord de la banquette du couloir et je regarde cette photo pendant longtemps. Le souffle saccadé qui s'échappe de mes lèvres n'est pas tout à fait un sanglot. C'est quelque chose de plus structurel, le bruit que fait un bâtiment quand un élément porteur admet enfin ce qu'il supporte depuis trop longtemps. Je porte 2 deuils simultanément, chose contre laquelle personne ne vous prévient. Celui d'Arthur, et celui des enfants sur cette photo, qui ont existé, qui ont été réels et m'ont aimé sans stratégie, et qui sont devenus, par quelque accumulation d'argent, de complaisance et d'un échec que je n'arrive pas tout à fait à localiser, les personnes qui se trouvent en bas. Je me demande où la pourriture a commencé. J'essaie de le découvrir avec la même attention méthodique que je porte à tout le reste, remontant les années, mais je ne trouve pas un seul instant précis. Ce qui signifie que ce n'était pas un instant. C'était une direction, choisie centimètre par centimètre, et je leur ai laissé trop de place.
Le poids de cette pensée me plaque vers le sol. Je le laisse peser pendant 60 secondes. Je les compte. Puis je repose la photographie, face visible, sur la table où je l'avais trouvée. Le porte-document en cuir est ouvert sur l'îlot en granit, ce qui est soit de la négligence, soit de la provocation. J'opère sur le principe que rien de ce que fait Christophe n'est dû au hasard. J'attends que leur voix se fasse forte et argumentée dans le salon de devant. Ils sont en désaccord sur une question financière, ces cadences aiguës de deux personnes se partageant un butin qu'elles n'ont pas encore obtenu, et je me glisse dans la cuisine. Le dossier contient ce qui semble être, au premier abord, une proposition de développement immobilier. L'entête indique « Apex Développement Group, Division Normandie ». Le titre du projet est listé comme « Reconfiguration de la parcelle de Beaumont, plan de masse conceptuel ». Je tourne à la page 3, où le plan est rendu à l'échelle architecturale. La maison principale n'est ni rénovée, ni préservée, ni réaffectée. Elle est marquée d'une croix. Démolition, nettoyage du site. Les 4 hectares sont divisés en silos, chacun portant l'étiquette « Construction de luxe sur plan », valeur est 6,2, 7,8 millions d'euros par unité. En bas de la page, dans les caractères plus petits d'un résumé financier, marge de développement projetée, 18,4 millions d'euros au-delà du coût d'acquisition. Ils ne vendent pas la maison. Ils l'effacent. 30 ans de mariage, une famille, une vie qu'Arthur a bâtie et que j'ai entretenue, et que nous avons tous deux aimé, les marques de taille sur la porte, la fenêtre de la cuisine, le fauteuil d'Arthur, l'allée pavée, tout cela est programmé pour la démolition et le remplacement par 6 maisons de spéculation qui seront habitées par des gens qui ne sauront rien, ne devront rien, et poseront de la moquette sur tout ce qui reste. La tristesse que je gérais avec tant de soin s'évapore en un instant. Ce qui la remplace est d'une autre nature. C'est blanc, c'est froid, c'est absolument immobile, et cela n'a que faire du chagrin. Il entre dans la cuisine alors que je tiens encore la page 3 du plan de masse. Il ne m'arrache pas le dossier des mains. Il s'appuie contre le comptoir, croise les bras et rit, un petit rire authentique, celui de quelqu'un qui ne joue plus rien parce qu'il a cessé de faire semblant. Il me regarde avec ce que je ne peux décrire que comme un mépris sincère, ce qui est, d'une certaine manière, pire que le masque. « Vas-y, dit-il. Lis tout. Qu'est-ce que tu vas y faire ?» Il penche la tête. « Tu étais sténotypiste de tribunal, maman. Tu restais dans une cabine de verre et tu tapais ce que les gens importants disaient. Un silence pour les faits. Tu n'es qu'une secrétaire qui a fait un beau mariage. Tu as eu une belle vie grâce au talent de papa, et maintenant que papa n'est plus là, tout ça. » Il désigne le dossier, la maison, et moi. Ce n'est que de la gestion d'actifs. N'essaie pas d'en faire autre chose. Il ne pose pas. Il le croit sincèrement. Je le vois avec une clarté absolue. Il s'est construit une vision du monde où son désespoir financier passe pour du sens des affaires, où le travail de ma vie est une fonction cléricale, et où les 40 années que j'ai passées à construire cette famille ne sont que le décor devant lequel il va enfin laisser sa trace. Il me regarde avec ce qu'il croit être de la pitié. Je lui réponds par l'attention complète et posée d'une professionnelle qui écoute les gens se trahir depuis 15 ans. Il continue. Il parle pendant environ 4 minutes de sa vision, de l'inefficacité des vieilles fortunes immobilisées dans des actifs improductifs, de mon obsolescence, de la façon dont le monde a tourné la page en laissant derrière lui des femmes comme moi. Il parle de sa propre bonté, de la gentillesse qu'il me témoigne en gérant tout cela proprement. Il utilise des expressions comme optimisation foncière, libérer la valeur et explique que l'héritage est un concept qui ne rapporte rien s'il n'est pas monétisé. Je reste parfaitement immobile. Mes mains sont le long de mon corps. Mes yeux sont ancrés dans les siens. Mon visage ne lui offre rien, ni colère, ni blessure, ni invitation à l'escalade ou à la négociation. Je suis une page de sténotypie vierge. À l'intérieur, mon esprit fait ce qu'il a toujours fait dans une salle hostile. Il enregistre chaque mot avec une précision absolue, organise le contenu sous un en-tête juridique, note l'horodatage et signale les aveux. Déclaration du témoin, Christophe de Beaumont, 17 octobre. Objet. Intention déclarée de contraindre à la vente des biens du trust sans l'autorisation de la fiduciaire principale. Contenu additionnel, intimidation verbale, caractérisation méprisante du passé professionnel de la fiduciaire visant à nier sa crédibilité. Note.
Le sujet ignore qu'il est documenté. Plus il parle, plus il se livre. Il finit par s'essouffler, de la manière dont s'essoufflent les gens qui n'obtiennent pas la réaction escomptée. « Est-ce que tu m'écoutes seulement ?» demande-t-il. Chaque mot, lui réponds-je. Le téléphone prépayé était caché derrière les serviettes de la salle de bain des invités depuis 3 semaines, dans le sachet hermétique où je l'avais placé le jour de son achat dans une petite boutique de Rouen, alors que Christophe me croyait à un rendez-vous de suivi chez le cardiologue d'Arthur. C'est un modèle basique, chargé au maximum. Je l'ai vérifié 2 fois depuis la mort d'Arthur. Aujourd'hui, il contient un message, reçu hier matin. Je le lis debout dans la salle de bain verrouillée, le robinet ouvert pour couvrir tout bruit. Rapport terminé. Comptes offshore liés à une opération de jeu privé à enjeux élevés, Macao. Exposition totale documentée du sujet, 3,1 millions d'euros. Dépasse l'héritage projeté d'environ 600 000 euros selon l'évaluation actuelle du domaine. Rapport complet 6 juin, fichier crypté, mot de passe selon notre accord. Je supprime le message. Je reste là, le téléphone à la main, détenant ce que je sais désormais dans sa forme complète. Christophe n'est pas un investisseur gérant un portefeuille. C'est un homme lourdement endetté auprès d'un cercle de jeu à Macao, pour un montant qui dépasse ce qu'il peut espérer de la succession de son père, et qui tente de liquider ce patrimoine à toute vitesse avant qu'un tribunal ne puisse examiner les comptes. Le désespoir que je sentais depuis le 14 octobre n'était pas de l'ambition. C'était la peur spécifique, aiguë, d'un homme qui doit plus qu'il ne possède. Élodie est son instrument, pas son associé. J'ai le mobile. J'ai les enregistrements. J'ai la signature falsifiée. J'ai le plan de masse, la demande de mise sous tutelle, le registre de médication que Brigitte tient avec tant de soin, chaque entrée étant un acte d'intimidation documenté. J'ai l'affidavit notarié sur le banc du parc. J'ai besoin d'un terrain neutre. La valise est celle en cuir brun, une vieille Hartmann achetée en 1987, celle qu'Arthur appelait « le sac des choses sérieuses », parce que je ne la prenais que pour les voyages qui comptaient. Elle s'ouvre facilement. Je n'ai pas oublié la combinaison. Il est 3 heures du matin et la maison est au plus froid, l'air d'octobre ayant trouvé chaque faille dans les vieilles fondations en pierre. Je prépare mes affaires avec la discipline d'une femme qui sait que chaque objet emporté doit être justifié par sa nécessité. Pas de bijoux. Pas de fourrure. Je laisse les perles de culture sur la commode et la Patek Philippe sur la table de nuit. Elles sont magnifiques, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Je prends la sténotype. Je l'enveloppe dans le jeté en cachemire et je la dépose au fond de la valise, son poids familier me servant d'encre. Je prends la clause de loyauté dans son enveloppe originale scellée, et la copie que j'ai faite il y a 3 semaines, et j'enveloppe les 2 dans la pochette étanche achetée le même jour que le téléphone jetable. Je prends la clé USB. Je boutonne mon manteau de laine. Je saisis la valise. Je reste au centre de ma chambre un instant, la pièce où Arthur et moi avons dormi pendant 30 ans, où le plafond a été témoin de tout ce que ce mariage a été, et je la regarde comme on regarde une chose que l'on quitte, de face, sans ciller. Puis je descends par l'escalier de service, traverse la buanderie et sors dans le noir glacial. Le gravier de l'allée est silencieux sous mes pas. Le brouillard est monté de la mer et la lisière des arbres est invisible, le domaine dissous dans le gris. Au bout de l'allée, 2 phares brillent, le taxi qu'Evelyne a appelé depuis son poste fixe à 2h30, car Evelyne Simon a 80 ans, qu'elle a vu son propre mari s'éteindre petit à petit et qu'elle comprend, de façon viscérale, ce que signifie pour une femme de devoir quitter sa maison à 3 heures du matin avec un seul sac et sans explication. Iemonte. Je donne au chauffeur l'adresse à Rouen. Je ne regarde pas la maison derrière moi. Je sais exactement à quoi elle ressemble. Je connais chaque pierre, chaque recoin, chaque marque de croissance sur chaque chambranle de porte. Tout est enregistré en moi avec la même précision que le reste. Le brouillard se referme sur l'allée derrière la voiture, les phares trouvent la route. Je suis assise à l'arrière, la valise Hartmann sur les genoux, les mains croisées dessus, mes doigts battant un rythme silencieux contre mes paumes. Je pense au terrain neutre, au bureau de bois sombre et au poids dévastateur d'une voix préenregistrée parlant depuis l'au-delà. Je ne quitte pas le champ de bataille. Je vais à l'armurerie. L'hôtel à Rouen sent le détergent industriel et le souvenir fade de 1000 petits déjeuners buffets, et je ne me suis jamais sentie aussi précisément là où je devais être. La chambre est générique, d'une neutralité étudiée entre le beige et le bleu marine,
décoré de ce genre d'art choisi par un comité pour ne choquer personne. Le bureau est encombré de dépliants sur la salle de sport et d'un petit panier de produits de toilette dont je n'ai que faire. Je balaie tout cela d'un revers de main et je pose ma sténotype au centre de la surface dégagée. Elle trône là, sous la lampe, noire et déterminée. Les touches attendent. Je dispose mes pièces en demi-cercle autour d'elle, le rapport du détective, les relevés bancaires montrant l'activité offshore, la transcription professionnelle de l'audio de la carte microSD, l'affidavit du notaire, la clause de loyauté et la clé USB. Je recule et j'observe la mise en place avec l'œil d'une experte avant une session, vérifiant que tout est à portée de main, que la séquence est logique, que rien n'a été oublié. Mes doigts tapent le bord du bureau. Take. Ce n'est pas une chambre d'hôtel. C'est la table de la pièce qui précède l'ultime confrontation, l'espace où la préparation devient une arme. J'ai 64 ans, j'ai dormi 4 heures dans un hôtel sans âme, et je n'ai jamais été aussi lucide de ma vie. Je commande un café noir via l'application. J'ouvre la transcription de la déposition. Je commence la révision. Le notaire de la famille est un homme nommé Maître Gérard Faure, qui exerce à Rouen depuis 31 ans. Arthur l'avait choisi en 1994 après une simple poignée de main et ce qu'il décrivait comme l'esprit juridique le plus clair qu'il m'ait été donné de rencontrer sans avoir envie de recompter mon argenterie après son départ. Gérard a 70 ans, il est élégant et possède le registre émotionnel de ceux qui ont passé 3 décennies au centre des pires jours des autres et ont appris à occuper l'espace sans l'étouffer. Il me reçoit à son étude à 8 heures du matin, avant l'arrivée de ses clercs. Il lit l'intégralité de la transcription et le rapport du détective dans le silence de celui qui absorbe un contenu confirmant ses propres soupçons. Quand il a terminé, il repose le dossier avec le soin de celui qui manipule une preuve. « Diane, dit-il. Je sais, Gérard. Nous discutons de la structure de la suite pendant 45 minutes. À 9 heures, Gérard s'assoit à son bureau, ouvre sa messagerie et tape l'objet que j'attends de voir composé depuis 3 jours. Révision finale obligatoire de la succession et divulgation du codicile, domaine de Beaumont, présence requise. Il l'adresse à Christophe et Élodie, avec copie à l'avocat qu'ils ont engagé, celui-là même qui a rédigé la demande de mise sous tutelle. Il appuie sur envoyer. Je le regarde faire. C'est l'équivalent juridique d'un hameçon jeté à l'eau, appâté avec la seule chose que leur cupidité ne pourra ignorer, le mot codicile. Un ajout au testament d'Arthur. De l'argent qu'ils n'auraient pas encore comptabilisé. Ils seront là. Je n'en doute pas une seconde. Leur avidité est la chose la plus fiable que je connaisse. L'étude notariale, située dans un bel immeuble de la rue Jeanne d'Arc, est tout ce que le cabinet de Beaumont aspirait à être sans jamais y parvenir. Plus ancien, plus dense, plus solennel. La moquette épaisse absorbe chaque pas avec une application délibérée, comme si le bâtiment lui-même comprenait que certaines conversations bénéficient du silence. Les murs sont recouverts de boiseries en acajou véritable, et l'air porte l'odeur stratifiée de vieux papiers et cette atmosphère pesante où, depuis très longtemps, les conséquences des actes humains sont actées. J'arrive avec 20 minutes d'avance. Je choisis le fauteuil au bout de la table de conférence, le dos à la fenêtre, afin que la lumière tombe crûment sur les visages de mes adversaires plutôt que sur le mien. C'est là que s'assoient les témoins lors d'une déposition hostile, et j'en ai observé suffisamment pour comprendre la géométrie de l'avantage. Je pose ma mallette à côté de mon siège. Je croise les mains sur la table. J'attends. Ils arrivent ensemble, ce qui signifie qu'ils ont fait la route depuis Deauville dans la même voiture. Cela signifie surtout qu'ils ont passé la nuit dans ma maison, ma propre maison, dans ce froid dont je suis responsable pour l'avoir laissé s'installer, se réchauffant dans la cuisine d'une propriété qu'ils ont déjà mentalement transférée à Apex Développement. Christophe porte un costume bleu marine sur mesure. Le motif à rayures tennis a été délaissé au profit de quelque chose de plus solennel, de plus définitif. Il entre le torse bombé, la mâchoire serrée, la posture d'un homme arrivant à une cérémonie de signature, pas à un règlement de compte. Ses yeux noisettes balaient la pièce, me trouvent à l'autre extrémité et effectuent un bref recalibrage méprisant. Présente, mais insignifiante. Élodie suit, drapée dans un pashmina crème qu'elle gardait, je suppose, pour cette occasion précise, le deuil doux et onéreux d'une femme qui a dépassé le chagrin pour entrer dans sa mise en scène décorative. Ses yeux verts ne jouent pas la tristesse aujourd'hui. Ils affichent une suffisance tranquille, le regard de quelqu'un qui a attendu la fin d'un processus et qui est ici pour encaisser le résultat.
Ils s'installent dans les fauteuils en cuir à haut dossier en face de moi. Aucun d'eux ne me regarde directement, ce non-engagement étudié de ceux qui ont décidé que vous regardez vous accorderait un statut que vous n'avez pas mérité. Pour eux, je suis un meuble. Je suis l'occupante sortante d'une propriété dont ils ont déjà réimaginé l'intérieur. Maître Fort ouvre la séance sans préambule. C'est son style, il en a toujours été ainsi, et c'est une chose que j'ai toujours respectée chez lui. Il ne cherche pas de dossier. Il saisit la télécommande sur la table et appuie sur un bouton. Le moniteur de 60 pouces fixé au mur s'allume dans un bourdonnement électronique. Puis l'éclat d'une image haute définition se résout en une pièce que je reconnais. Cette pièce même. Cette table de conférence, ces boiseries, ces mêmes fauteuils de cuir, filmés il y a 6 mois. Arthur est assis en bout de table. Il a l'air bien. Mieux que durant les 6 derniers mois de sa maladie, cela a dû être filmé au début du printemps, avant que la deuxième série de traitements ne change la donne. Quand il possédait encore cette vitalité concentrée d'un homme qui a pris une décision et s'y consacre pleinement. Il porte le costume gris anthracite qu'il réservait aux réunions importantes, et ses yeux sont fixes, clairs, habités par cette expression spécifique que j'ai appris à décoder en 30 ans. J'y ai mûrement réfléchi et je suis en paix avec ma décision. En face de moi, Christophe se fige. Je regarde la couleur quitter son visage par paliers, de la façon dont le sang se retire quand le corps enregistre une menace avant même que l'esprit ne la comprenne. La main d'Élodie remonte vers sa gorge. La voix d'Arthur remplit la pièce. La qualité de l'acoustique, la moquette de laine, les boiseries lui donnent moins l'air d'un enregistrement que d'une présence réelle. Si vous regardez ceci, dit Arthur, c'est que je suis parti et que la clause de loyauté a été invoquée. Il marque une pause. À l'écran, il baisse les yeux vers ses mains un instant, un geste qui m'est si familier, si spécifiquement sien, ce bref regard vers le bas quand il choisissait la précision plutôt que la vitesse, puis il plante ses yeux dans la caméra. Ce qui va suivre me dira tout ce que j'ai besoin de savoir sur les personnes que vous avez choisi d'être. Il se penche légèrement en avant, de la même manière qu'il le faisait lors de chaque conversation sérieuse de notre mariage, sans agressivité, mais avec cette attention d'un homme sur le point de dire une chose qui mérite d'être entendue. Avant d'enregistrer ceci, continue Arthur, je me suis entretenu en privé avec Christophe et Élodie. Je leur ai donné mes dernières instructions verbales concernant la préservation de l'héritage de Beaumont et leurs obligations envers leur mère. Je leur ai dit, en termes précis, ce que l'on attendait d'eux pour rester en règle vis-à-vis de ce trust. Ses yeux à l'écran sont calmes, un peu tristes, et entièrement, indéniablement délibérés. Ces instructions détermineront tout ce qui découlera de cette séance. L'écran reste figé sur son visage pendant 3 secondes. Puis il s'éteint. Je connais Arthur depuis 40 ans. Je connais chaque registre de sa voix, chaque pause intentionnelle, chaque déploiement stratégique du silence. Je sais ce qu'il faisait là parce qu'il me l'avait dit, dans cette pièce même, par cet après-midi d'il y a 6 mois, pendant que j'étais assise là où je suis et que je l'écoutais m'expliquer l'architecture du piège qu'il laissait derrière lui pour des êtres qu'il aimait, mais qu'il ne pouvait sauver d'eux-mêmes. Arthur n'a jamais eu cet entretien avec Christophe et Élodie. Il n'avait aucune instruction verbale, finale à leur donner, car ses dernières volontés avaient été remises à Maître Fort et à moi, par écrit, avec signature, notarisation et toutes les formalités que 30 ans d'affaires lui avaient apprises à exiger. Ces instructions fantômes sont un vide, un espace qui existe spécifiquement pour révéler ce qu'une personne y placera lorsqu'on lui en donne l'opportunité et l'incitation. Un menteur comblera toujours un vide par un mensonge. Mon cœur cogne une fois, fort, puis se stabilise. Je croise les mains sur mes genoux. Je surveille leur visage. Maître Fort pose ses coudes sur la table et joint ses mains. Il adopte l'expression que j'imagine être celle des juges quand les preuves sont déjà là, mais que la cérémonie doit être accomplie. Avant de procéder à la distribution des actifs, dit-il, la loi exige la confirmation sous serment que les 2 bénéficiaires ont suivi les dernières instructions verbales du défunt dans tous leurs aspects matériels, que toutes les actions entreprises depuis le décès ont été accomplies uniquement en accord avec ses souhaits et dans le meilleur intérêt de la fiduciaire principale. Il pose la Bible sur la table avec l'autorité tranquille de celui qui l'a fait 100 fois et en comprend le poids. Le silence dans la pièce est une substance physique. La moquette absorbe les bruits ambiants du bâtiment pour ne laisser que ce qui est présent ici. Le léger sifflement de la respiration de Christophe, l'immobilité d'Élodie, le bourdonnement lointain du moniteur qui refroidit,
et en dessous de tout cela, régulier et inaudible, le compte-rendu interne de tout ce dont je suis témoin. Christophe n'hésite pas. Il pose la main sur le livre avec l'assurance glaciale d'un homme qui a préparé ce moment, qui a anticipé exactement cette question et construit une réponse qu'il a déjà répétée devant le miroir de ma salle de bain, ou dans la voiture en venant ici, ou durant la longue nuit froide à Deauville pendant que je dormais à Rouen. Sa mâchoire carrée est contractée. Ses yeux noisettes sont directs. Absolument, dit-il. Le mot sort propre et certain, avec une conviction qui serait impressionnante si la conviction était synonyme de vérité. Nous avons suivi chaque mot des instructions de mon père. Tout ce que nous avons fait, la gestion financière, les expertises immobilières, les dispositions pour le bien-être de maman, tout a été fait en accord direct avec ses requêtes spécifiques. Pour protéger le domaine. Pour la protéger, elle. Il retire sa main de la Bible et se rengorge légèrement, le geste d'un homme qui vient de s'acquitter d'une obligation. Élodie incline la tête. Quand elle parle, sa voix est douce, un peu soufflée, avec la texture d'une émotion sincère. Elle a toujours été la meilleure actrice, celle dont les larmes arrivent sur commande. Chaque choix que nous avons fait était dicté par l'amour, dit-elle. L'amour pour les volontés de papa et l'amour pour maman. Nous ne ferions jamais une pause, parfaitement pesée. Nous ne ferions jamais rien qui ne soit pas conforme à ce qu'il nous a demandé. Ils sont magnifiques. Je le dis sans ironie. Ils ont sprinté vers le bord de l'abîme avec toute la vélocité de ceux qui ne le voient pas, et ils l'ont fait avec brio. Je plonge la main dans ma mallette. Je ne me presse pas. Je ne joue ni l'urgence ni le triomphe, car aucun n'est nécessaire. L'instant fait déjà ce pourquoi il a été conçu sans mon aide. Je sors l'enregistreur numérique en premier, je le pose sur la table et j'appuie sur lecture. Ma propre voix sort du petit haut-parleur, plate et objective, datée. Entrée numéro 1. 14 octobre, 14h14. Cimetière de oublié. Puis, 30 secondes plus tard, l'audio ambiant du club privé, le tintement du cristal, et le toast d'Élodie que j'avais consigné par oral. J'appuie sur arrêt. Je mets l'enregistreur de côté et je place le rapport du détective à côté, le résumé imprimé, marqué d'un onglet à la conclusion clé. Je pose l'affidavit notarié à côté de cela. Je pose la transcription professionnelle de la déposition, 6 pages, correctement entêtée, paraphée sur chaque page, face visible au centre de la table. Et enfin, je fais glisser l'enregistreur qui a passé 2 nuits derrière les éclats du vase Ming, le contenu de sa carte micro-SD rendu en une transcription propre, au format judiciaire, et je laisse les propres voix de Christophe et Élodie remplir l'espace. Si on dégage les voitures maintenant, on pourra éponger la dette offshore avant la première audience de succession. Assure-toi juste qu'elle reste confuse jusqu'à ce que les papiers soient signés. Je fais glisser l'ensemble sur l'acajou poli véreux. Que cela soit consigné, dis-je. Ma voix est égale et absolument glaciale, la voix que j'utilise quand le procès-verbal est complet, que la séance est levée et que rien de ce qui suivra ne pourra changer ce qui a déjà été inscrit. Il n'y a jamais eu d'instruction verbale. Mon mari testait simplement votre intégrité. Je regarde Christophe, puis Élodie, puis à nouveau Christophe. Vous venez d'échouer. Maître Fort saisit la clause de loyauté à 2 mains. Il l'ouvre à l'article 9, que j'ai lu suffisamment de fois pour le transcrire de mémoire, et il en fait la lecture à haute voix avec ce registre soigné et précis d'un homme qui consigne un acte juridique dans un procès-verbal qui subsistera longtemps après que cette pièce se sera vidée. Tout héritier fournissant un faux témoignage concernant l'intention du défunt, ou s'engageant dans des pratiques trompeuses ou coercitives afin d'accélérer ou de manipuler sa part successorale, sera considéré comme légalement prédécédé aux fins du présent trust et de tous ses instruments, et perdra de ce fait tout droit, prétention, intérêt et qualité au sein de celui-ci, intégralement et sans exception, avec effet immédiat dès le constat de tels agissements. Il referme le document. Le visage de Christophe est passé du pâle à quelque chose de pire, une couleur terreuse, marbrée, la teinte d'un homme dont le corps a compris ce que son esprit refuse encore d'admettre. Sa mâchoire est serrée à en rompre. Il me regarde avec l'expression d'un homme cherchant désespérément s'il reste une manœuvre possible, un chemin, si la pièce où il se trouve est bien celle qu'il croyait en arrivant. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a plus de manœuvre. Il a bâti le piège lui-même durant 3 semaines et y est entré ce matin de sa propre initiative, la main sur la Bible, devant un témoin qu'il avait déjà relégué au rang de simple décor. Élodie émet un son, pas des mots,
Juste un bruit, une vocalisation involontaire d'un corps dont les expressions ne sont plus contrôlées par le paraître. Sa main remonte encore vers sa gorge. Ses yeux vers son noyer de larmes qui sont, pour la première fois peut-être dans toute cette procédure, parfaitement réels. Je ne ressens rien de particulier face à ces larmes. J'ai déjà porté le deuil de mes enfants. Je l'ai fait sur le bord d'une banquette, dans une maison qu'ils essayaient de démolir, en tenant une photo de 1993. J'ai reposé la photo quand j'ai eu fini, et j'ai fini. Maître Fort referme le dossier de cuir avec la finalité délibérée d'un coup de marteau. Le trust de Beaumont, dit-il d'un ton qui n'admet aucun commentaire, revient dans son intégralité à Diane de Beaumont, fiduciaire principale, avec effet immédiat. La qualité de bénéficiaire de Christophe de Beaumont et d'Élodie de Beaumont est révoquée en vertu de l'article 9 de la clause de loyauté, sans recours possible. Il les regarde tour à tour, brièvement et sans hostilité. Vous disposez de 60 minutes pour évacuer le domaine de Deauville. Tous les comptes personnels subventionnés par le trust ont été gelés il consulte sa montre, environ 3 minutes. L'air dans la pièce change de consistance. Difficile de mettre un mot dessus, un changement de pression, ou peut-être de poids, comme si l'espace s'était réorganisé autour d'un nouveau centre de gravité et que tout ce qui se tenait dans l'ancien arrangement devait soudain se rattraper. Christophe et Élodie ne sont plus des héritiers. Ce ne sont plus que des intrus dans la vie que j'ai bâtie, assis sur des fauteuils qu'ils n'ont plus le droit d'occuper, dans une pièce où le compte-rendu a été clos sans eux. La bouche de Christophe s'entr'ouvre. Je le vois chercher la phrase qui pourrait inverser cela, l'argument, la contre-motion. Il a été gestionnaire de fonds pendant 10 ans, ce qui signifie qu'il a passé 10 ans dans des salles où les bons mots, prononcés avec assez d'assurance, changeaient les résultats. Il cherche ces mots maintenant. Ils n'existent pas. La clause de loyauté ne prévoit pas de section pour les commentaires. Je lisse ma jupe de laine, la bleu marine, celle que j'avais glissée dans la valise Hartmann parce que c'est la tenue que je porterai pour une clôture, pour une audience finale, pour n'importe quelle procédure où le procès-verbal est sur le point d'être scellé. J'y plonge la main une dernière fois. La chemise que j'en sors est plus lourde que les autres, une compilation de 5 cm reliée par les rubans rouges utilisés pour les dossiers de la cour, car Gérard a estimé que ce langage visuel était approprié et j'ai acquiescé. Je la porte jusqu'à la porte de la salle de conférence, où un homme en costume sombre se tient depuis le début de la séance, immobile contre le mur avec la patience de celui dont le rôle exige d'attendre l'instant précis. C'est un représentant du parquet. Son nom figure sur la carte que Gérard m'a remise hier soir, et je n'ai pas eu besoin de l'utiliser car il sait déjà pourquoi il est là. Je lui tends le dossier. Ceci contient les enregistrements originaux de la conspiration en vue de commettre une fraude fiduciaire, lui dis-je, de cette cadence claire et mesurée que j'utiliserai pour remettre une pièce à conviction à un greffier. L'expertise documentant les signatures falsifiées sur le titre de propriété de la Porsche 1967 et la note d'autorisation associée. Les preuves de maltraitance sur personnes vulnérables et d'administration non autorisée de médicaments. Le rapport d'enquête sur les dettes de jeux offshore ayant servi de mobile à la liquidation accélérée. Je marque une pause. La transcription de la déposition est formatée selon les normes fédérales. Tous les numéros de pièces sont dans l'index. Je regarde Christophe. Il est assis, pétrifié dans son costume bleu, celui qu'il portait pour ce qu'il croyait être une consécration, et il me regarde avec l'expression d'un homme qui comprend enfin, totalement, à qui il avait affaire. Ce n'est pas une expression plaisante. Je n'exige pas qu'elle le soit. Il regarde Élodie. Son mascara a coulé. Son pashmina crème est toujours impeccable, car Élodie sera impeccablement vêtue jusqu'à la seconde précise où elle ne le sera plus. Vous avez choisi l'argent, leur dis-je simplement. Je le dis sans chaleur et sans satisfaction, car aucune des deux ne convient à une déclaration de clôture. Je le dis comme je lirais une dernière ligne pour le compte-rendu, clairement, précisément, pour le document. Puis je sors. Derrière moi, alors que je remonte le couloir moquetté vers l'ascenseur, j'entends le son vers lequel je tendais depuis le 14 octobre. La précision métallique, spécifique, des menottes. Le bruit d'une conséquence arrivant à l'heure. La ponctuation finale d'une déposition qui durait depuis 3 semaines et qui est désormais, enfin, achevée. Le soleil de Provence n'a rien à voir avec celui de Normandie. La lumière normande en octobre est magnifique et froide, toujours un peu menaçante,
la lumière d'un lieu qui vous rappelle ce qui vient après. Le soleil du Luberon en novembre est d'une toute autre nature, chaud, doré, serein. Une lumière qui se pose sur votre visage comme une main déposée avec une douceur délibérée. Elle traverse l'arche de pierre de la terrasse et me trouve dans mon fauteuil. Je la laisse faire. La villa est modeste par rapport aux standards auxquels j'étais habitué, 8 pièces, de la vieille pierre, une terrasse surplombant un coteau de vigne au repos, une cuisine qui sent l'huile d'olive, les herbes sèches et la paix antique d'un bâtiment qui a abrité des vies humaines ordinaires pendant 400 ans sans que rien n'y soit jamais extraordinaire. Je l'ai loué pour 3 mois, avec option, car j'ai appris à toujours me donner le choix. Le rosé provient d'un petit producteur local, rafraîchi exactement à la température où le fruit s'exprime et où la finale minérale est nette, sans hâte. La condensation sur le verre forme un petit anneau sur la table de pierre quand je le pose. Je ne l'essuie pas, laisse-le marquer la surface. C'est ma surface maintenant, pour aussi longtemps que je le déciderai. Mon ordinateur est ouvert devant moi sur la table. L'écran est blanc, pas éteint, blanc. La blancheur immaculée d'un document achevé, sauvegardé et clos. Ce qui reste, c'est la page vide après la dernière page, le silence après la ligne finale. J'ai passé les 4 derniers jours à rédiger le compte-rendu complet de la procédure de succession de Beaumont. Chaque acte documenté, chaque conversation enregistrée, chaque signature falsifiée, chaque entrée du registre de soins et chaque affidavit notarié. Le tout formaté selon le standard professionnel que j'ai maintenu pendant 15 ans sans jamais y déroger. Cela fait 743 pages. Il en existe 3 copies, dans 3 lieux différents, car je suis une femme qui comprend l'importance des sauvegardes. Les cigales commencent à chanter sur le coteau en contrebas, ce sont de fin d'après-midi qui montent lentement, comme une salle pleine de monde avant qu'une séance ne commence, les voix individuelles se trouvant les unes les autres, s'installant dans un rythme partagé. Je saisis mon verre. Les grilles de la villa sont verrouillées derrière moi. De vieilles grilles en fer dont j'ai testé le mécanisme 2 fois le matin de mon arrivée, parce que je teste tout. Le dossier est clos. Le trust de Beaumont est à moi, détenu par un fiduciaire que j'ai choisi moi-même, géré par Maître Fort depuis son étude, régi par des documents qui existent dans leur forme finale, exacte et inaltérable. Christophe attend sa mise en examen pour abus de faiblesse et faux en écriture. Élodie a pris un avocat distinct et coopère avec le procureur de la République, de la manière dont les gens coopèrent quand ils comprennent l'arithmétique de leur situation. La Porsche a été récupérée chez un commissaire-priseur et sera restituée au domaine. Le plan de masse d'Apex Développement a été passé à la déchiqueteuse, probablement en même temps que tout ce qu'on avait raconté aux promoteurs sur la probabilité de conclure cette transaction. Le vase Ming est irremplaçable. Certaines choses le sont. Je sirote mon rosé en écoutant le chant des cigales gagner en intensité. Je contemple la page blanche de mon ordinateur et je me demande ce qu'Arthur aurait pensé de tout cela, sans sentimentalisme aucun, mais avec cette curiosité authentique que j'accorde à n'importe quel dossier classé. Je pense qu'il aurait ri, de ce rire sec qu'il réservait aux choses qui confirmaient ce qu'il soupçonnait déjà sur la nature humaine. Je pense qu'il aurait dit quelque chose de précis et d'affectueux. Je l'imagine se verser un scotch, s'installer dans le fauteuil d'en face et dire « Diane, je te l'ai toujours dit, seul le procès-verbal compte. » Il avait raison, comme il l'avait presque toujours sur les sujets qui importaient vraiment. Le soleil se déplace sur la terrasse, déclinant l'angle de la lumière comme il le fait ici l'après-midi sans faiblir, voyageant simplement, trouvant de nouvelles surfaces où se poser. Sur le coteau, les vignes sont de cuivre et d'or en cette fin de saison, les mêmes couleurs que les érables de l'allée de Deauville, mais en plus chaud. Tout ici est plus chaleureux. Mes doigts reposent sur le bord de l'ordinateur, immobile. Plus de touches fantômes. Plus de rythme saccadé. Pour la première fois depuis 3 semaines, peut-être pour la première fois depuis bien plus longtemps, mes mains se reposent, tout simplement. Sans transcription, sans documentation, sans cette urgence silencieuse d'un registre qu'il fallait absolument tenir. Le registre est tenu. Je m'avance et je referme l'ordinateur dans un clic doux et définitif. Le curseur, où qu'il soit sur le document sauvegardé, clignote une dernière fois dans le noir derrière l'écran, puis se fige. Je m'adosse à mon fauteuil. Je lève mon verre. Ce rosé est frais, exact, et entièrement le mien. Le soleil de Provence est une main d'or posée sur mon visage, et les cigales sur la colline poursuivent leur propre enregistrement millénaire et serein. Pour la première fois en 64 ans,
La seule voix qu'il me reste à transcrire est la mienne. Que cela soit consigné. Si vous avez écouté jusqu'ici, je vous remercie d'être resté, la plupart des gens décrochent avant que l'addition ne tombe. Mais ici, l'addition finit toujours par tomber. Ce qui a commencé par l'humiliation et le mépris s'est terminé par des preuves, la vérité et un retour de bâton qu'ils n'ont pas vu venir. Si vous voulez découvrir d'autres histoires où le karma frappe sans pitié, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle a été l'action la plus révoltante de leur part? Qu'est-ce qui, pour vous, a dépassé les bornes?